Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Lucie. Salut Fabienne, comment il est ? La même et en super forme aujourd'hui parce qu'au moment où cet épisode sortira, je serai à La Réunion. On décolle demain. Ah là là, la chance, nous on sort d'un tunnel de 3 semaines de température en dessous de 0, alors je t'envie. Je ferai bien en sorte d'envoyer plein de soleil sur ceux qui restent dans le fait froid. Mais dis-nous Lucie, qui accueille-t-on au micro de Bas de Carré aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on accueille une poétesse, chanteuse et artiste, Kaloun, une voix unique de la Réunion. Elle tisse dans son art des récits autour de l'identité, de la mémoire et de la culture créole. Sa pratique combine chant, poésie et performance pour rendre hommage aux racines et au patrimoine de l'île. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment les poètes de l'île ont guidé Kaloun dans son cheminement et nous explorerons comment la magie peut surgir du quotidien grâce au mystère de la langue. Oh, ça me donne trop envie d'écouter cet épisode. Bonne écoute à toutes. Bienvenue Kaloun dans Bas de Carré. Ta voix et ton parcours résonnent beaucoup avec les thématiques qu'on aime explorer ici et on est très heureux de te recevoir pour parler de ton cheminement artistique. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant d'entrer dans le cœur de la discussion, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde et merci de me recevoir. Moi, c'est Tantine Brapanon. Je suis de Brapanon. Moi, elle est née Saint-Benoît et elle est poète. Moi, elle est chanteuse et moi, elle est aussi compositrice. En fait, et avant tout, moi, elle est un enfant de la Réunion et moi, elle est curieuse de rencontres d'autres personnes et d'autres horizons, d'autres cultures. Et je pense que je fais ça à travers mon art, en fait. Voilà. Super. Tu nous disais que tu as grandi dans l'Est. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance ? Est-ce que tu as des souvenirs qui te reviennent de cette période ? Ben ouais, j'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance. Par exemple, hier soir, j'étais en train de penser quand j'étais chez ma grand-mère. Et c'est plus une sensation parce que chez ma grand-mère, c'était les cases créoles comme avant. C'est-à-dire que il y avait pas une maison en entier, il y avait plusieurs petites cases qui faisaient la maison entière. Sa chambre, c'était une petite case créole. Dans sa chambre, il y avait un endroit où elle rangeait toutes ses assiettes, sa porcelaine. Ça, c'était dans sa chambre. Ses bijoux, quoi. Les trésors familiaux. Trésors familiaux. Et je comprenais pas pourquoi elle rangeait ça dans sa chambre. Mais en même temps, quand je regardais les assiettes, c'était les assiettes Paul et Virginie. Et c'est longtemps, là. Je trouvais très jolis les dessins. Voilà, c'est des petites sensations de l'enfance. Quand j'étais petite aussi, ma grand-mère faisait des bonbons piments. Okay. Donc, elle allait vendre avec ses enfants. Elle allait vendre à la foire de Brapanon. Okay. Et avec ses petits-enfants, on se réveillait le matin. Je voyais toujours l'horloge, là, 5 heures en rouge, là. Il fait 5, 2 petits points, 0, 0. Ça, il clignote comme ça. Ça, c'est l'heure de se réveiller. Et quand il clignote comme ça, après, il sort dans la petite case là et elle avait mettre son bon poids. Elle était décosse son bon poids pour après que quelqu'un fait son bonbon piment. Et donc, voilà. Hier, j'ai eu ce souvenir-là de me réveiller tôt le matin avec ma grand-mère et d'être dans des moments de partage et de tendresse. C'est ça mon enfance, je me souviens de ça, ou quand il y avait les cérémonies, encore chez ma grand-mère, des petits moments magiques où quand ils mettaient l'offrande par terre, certaines personnes mettaient de l'argent. L'argent dans des assiettes, des pièces. Et à un moment donné, ma grand-mère prenait l'argent et le jetait les pièces. Et moi, je faisais le stop motion dans ma tête. Je voyais les petites pièces tomber. Et en fait, mes souvenirs d'enfance et les souvenirs avec ma famille, aujourd'hui, je pense qu'ils déterminent un peu qui ça m'est. Parce que dans la simplicité dans laquelle ma famille vivait, je voyais une forme de magie.
Ok. de magie, de beauté dans ces moments qui étaient des petits moments, on va dire, comme si de rien du tout. Mais en fait, c'était des moments de forte présence au monde, de vivre le présent et de vivre cette beauté-là. Et je pense que aujourd'hui, dans mon travail artistique ou dans mon rapport aux autres, j'ai envie de partager cette forme de beauté parce que souvent, avec l'actualité, avec tous les problèmes qu'il peut avoir dans une vie, dans une société, partout, on oublie ces petits moments de liberté, ces petits moments de magie. Et en fait, ils sont nombreux. Donc voilà. C'est vraiment trop intéressant ce que tu dis sur ces petits moments qui peuvent être un peu communs, anodins, et qu'en fait, on a une vision un peu parallèle du moment. En fait, c'est trop bien. Ça me fait penser à l'écrivaine Isabelle Allende. Le style, quand j'ai rencontré ça, je pense quand j'avais 17, 18 ans par là, et j'ai entendu parler du réalisme merveilleux, ça m'avait assez interpellée. Donc c'est ça que je veux partager moi dans mon rapport aux autres et dans mon travail. Voilà. Ouais, mais ça tombe bien que tu me parles de ça parce que justement, je voulais te demander aussi comment en fait ton environnement ou les personnes qui t'entouraient en fait ont influencé ton rapport à la musique et à la poésie. Tu nous as parlé déjà un peu des moments magiques, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu verrais? Oui, en fait, quand j'étais petite, encore une fois, parce que je pense que mon nom d'artiste que j'ai choisi, c'est Kaloun. Et en fait, ma mère m'a appelée Judith, mais Kaloun, c'est mon petit nom gâté. Que les gens qui me gardaient, ils m'appelaient comme ça. Et je pense que Kaloun, c'est un peu une enfant. C'est l'âme d'une enfant que j'ai envie de garder avec moi pour continuer à grandir dans le monde. Et l'influence de mon environnement, c'est que j'entendais beaucoup parler. Les personnes qui m'ont le plus inspirée, je pense que c'est ma mère et ma tante. Ma mère Patricia et ma tante Isabelle. Et elles se voyaient régulièrement et à table, donc voilà, comme les tablés créoles, voilà, hein, ça mange. Et ils mangent, ils goinfrent. Et, Il fait un peu de commérage aussi, non? ta commérage, surtout le commérage, voilà, nous vient au commérage. Et souvent, Madame Matati dit, Isabelle, là, moi, la rêve si, moi, la fait tel rêve, n'a fait. Et à la fin, toujours, t'es dit, mais que ça veut dire? Et en fait, cette phrase, mais que ça veut dire? Mais cette phrase-là, elle a toujours été appelée à moi, c'est que, mais voyez ma tante, voilà, mon famille, essayer d'interpréter des rêves et de donner à Zot une fonction importante dans notre vie de tous les jours. Et ça a toujours été appelé à moi. Et Malin a aussi grandi dans cet univers des services cabarets aussi, de l'univers de trance, de la trance où en fait, comme il était petit, m'y voyait, mon bonne famille gagne des trans quoi autour de moi et m'y pense que quand on est petite, c'est quelque chose qui est pas anodin parce que on remarque que cette chose-là y arrive dans le cadre familial, mais y arrive pas ailleurs. Ok. Ouais, c'est un peu de l'ordre de l'intime, quoi. Oui, voilà, quand ça va à l'école, la bonne personne en a des trans. Quand ça va dans le supermarché, la bonne personne en a des trans. Mais en fait, m'a su très tôt que je vivais dans un monde qui avait beaucoup de différents codes. Et qu'à la maison, il y avait un code, le code aussi du créole. Parce que la maison était cause créole, l'école en maternelle était cause créole, hein, te laisse à nous cause créole en maternelle. Mais après, arrivé primaire, tout ça là, fallait cause français. Et du coup, quand on grandit là-dedans, on dit mais c'est étrange parce que on bascule dans différents univers et pourtant on reste la Réunion même et Nena des différences de comportement partout où ça va. Et pourtant on reste créole même. Je pense que c'est quelque chose aujourd'hui en parlant avec vous que je réalise que la dû perturbe à moi. Et c'est ça aujourd'hui que j'essaie de comprendre pourquoi la maison est comme ça, pourquoi l'école était comme ça et pourquoi dans la vie une autre manière. Alors qu'en fait, tous ces mondes-là, c'est le même. Ouais, c'est le même, mais après, c'est aussi, comme tu disais, les codes, t'as dû t'adapter à chaque fois, en fait. Oui. Ça fait une force d'adaptation qui est assez
intéressante, et peut-être que ça répond aussi au fait que tu as différentes pratiques. Comment tu as commencé à t'intéresser à ces différentes formes d'art, donc la poésie et la performance? Enfin, est-ce que tu penses qu'il y a un rapport Oui, je pense que c'est déjà le rapport à l'école, parce que ma mère, souvent, elle me poussait beaucoup à écrire. Bon, ben, il commence l'école. L'école, il y a une rédaction tout le temps pour faire. Il faut écrire 5 lignes dessus, je sais pas trop quoi, vacances. Il y avait toujours des travaux qui étaient demandés à l'école. Donc, en fait, moi, elle a toujours aimé écrire. Déjà, même l'école. Parce que quand Mélénée Saint-Benoît, elle a grandi Bras-Fusil, dans l'immeuble Les Rochers. Donc, du coup, elle n'a pas non plus grandi d'une famille super friquée ou quoi. Mais bon, ben, mon famille était, enfin mon maman en tout cas, mon grand-mère, mon bonne tati, tout ça, là, on avait beaucoup d'amour et en fait, vous connaissez quand on est petit comme ça, comment on valorise autant. On valorise autant ben, dans l'école parce que en fait l'école c'est l'école de la République. En plus pour les générations avant, les générations de par exemple de ma mère par exemple, tous les enfants de ma grand-mère, la plupart, pas toutes, hein, mais la plupart, les fonctionnaires. Ça veut dire que maintenant, le dimanche, comme ils regardent certaines photos, et nana des photos très tard, c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc, l'éducation nationale, c'était vraiment l'endroit pour eux, hein, ni un moun. Ouais. Donc, pour moi, il y avait un truc que l'éducation nationale la donne à moi, ou en tout cas, moi, je devais prendre ça de lui, c'était écrire. Ok. Et donc, du coup, voilà, ben, de fil en aiguille, avec l'école, moi, l'a écrit. Moi, j'avais des camarades, quand nous étions petits, nous étions partage des journal intime. Moi, il m'était écrit mon journal intime. Tout le temps, il m'était écrit mon journal intime, il m'était raconte ma vie. Mais moi, on avait des amis en CM2, t'écris déjà des livres. On avait Mariotte Topos, t'as écrit bonnes histoires. Mais t'es dit Mariotte, Madame Mariotte Topos, mais t'es attendre son livre. Mais t'es attendre, ben, t'es écrit dessus de cahier, hein. Mais du coup, elle a motive à moi. Nous, les amis, nous avions toujours notre livre. À moi, par exemple, il t'écrit une semaine. Mon ami t'écrit une autre semaine. Et en fait, de fil en aiguille, comme ça, à force d'écrire un petit peu ben, ses sentiments, sa vie, etc., moi, elle commence à écrire la poésie. Donc là, tu étais au collège? Et l'écriture de journal intime, c'est au collège. Mais l'écriture plus poésie, ça va être plus lycée. D'accord. Parce qu'au collège, j'étais quand même assez inspirée parce que j'avais eu Daniel Honoré comme professeur d'anglais. Ok. Il passait à la télé et à la radio surtout, où il avait une émission où il présentait des proverbes. Ok. Daniel Honoré. Donc, j'étais déjà sensibilisée un petit peu à la langue créole, etc. Mais pour moi, c'était pas un effort que je faisais parce que je vivais dans un univers créole où tout le monde parlait créole. Enfin, et c'est au lycée, par contre, où j'ai vu vraiment des textes écrits en créole. J'ai découvert le groupe Tapoc, les textes de Francky Laurette. Et c'est là que j'ai eu vraiment une révélation par rapport à toutes les rédactions que je faisais au collège, où toujours on mettait créolisme. Les pas ça, les pas bons, ils parlent pas comme ça en français. J'ai vu un documentaire récemment là sur YouTube qui disait ça, que dans la marge ils mettaient créolisme ou barbarisme. Waouh. Oui. Je crois que je l'ai vu aussi ce documentaire. J'ai fait what? C'est la même chose que moi. Oh là là, ok. Mais ça fait mal parce que en fin de compte, le professeur, où tu le mets là-haut comme ça, et le professeur te dit que déjà, on gagne pas causer, ou que soit en train de faire ou là, il n'est pas valable, c'est que vous l'êtes en train de dire. Alors que quand j'ai vu Francky Laurette faire ces textes-là, écrire ces textes-là, j'ai dit mais c'est merveilleux. Et plus tard aussi, quand elle a découvert d'autres auteurs, même les auteurs réunionnais, voilà, les premiers auteurs que elle a dû rencontrer sur le papier, en tout cas de romans, c'était Axel Gauvin. Et ben, mais lisez, mais voyez que Axel Gauvin, il était écrit comme il était pas. Il n'y avait pas personne pour marquer créolisme dans la marge. Ouais. Donc c'est aussi que Lily dit créolisme.
Mais en fait, le créolisme, c'est un style ça. Hein. On connaît pas encore. Voilà. C'est le prochain mouvement. C'est le prochain mouvement. Donc, après, au-delà de ça, moi, là, commencé à assumer les textes que me disaient. Parce que c'est vrai qu'il y a dans la langue créole ce côté rythmique. Il y a le rythme qui vient dans les mots. Et surtout aussi, dans ma famille, on aimait bien chanter et taper les mains. Et m'avait déjà vu dans la famille des mots qui se suivent avec une forme de mélodie et des mains qui claquent. Et donc, tout ça là, c'était naturel pour moi. M'avait voulu, comme elle a vu les textes de Francky Lorette, m'a dit, mais ça a fait pareil, moi, mais ça exprime à moi un coup. Et mais ça senti le mot. Le premier texte, par exemple, que m'avait, comment on se dit, c'était Kafrinan, un goûter, un galet, son calou, les papilles, les pires, son goûter, son galet, son calou, son ma fonke, son ma causé, son quelque chose, y aura le cœur, son quelque chose, n'a l'odeur vétiver. Et en fait, mais passé beaucoup de temps à trouver les propres mélodies qu'elle avait dans le texte. Qu'un texte que m'était écrit, bon, maintenant, mais est devenu un peu plus productive en termes d'écrit et un peu plus relax, pour pas dire paresseuse, mais on va dire relax, parce que paresseuse, c'est pas un power, tu vois, donne pas la force, donc il faut pas prendre le mot là. Et au fur et à mesure, on a senti que le texte, il avait quelque chose qui est de l'ordre aussi du corps. Tu vois? Et que voilà, ce texte que Bana écrit créolisme là, et que tu écris comme tu parles, en fait c'est bien. C'est bien, il faut faire ça. Et parle plus et ressens ces mots-là, parce qu'il y a un truc dans le corps là qui ne sort pas. Et c'est pour ça, je pense que moi, elle est partie vers quelque chose qu'on appelle la performance, parce que m'a senti qu'il y avait une écriture aussi de corps qu'il fallait aussi qu'elle se révèle. Ok, en fait, pour toi, tout est connecté. Hein. L'écriture, la façon de le dire, le rythme, le dire avec ta voix, mais aussi avec ton corps et... Oui, tout est connecté. Ça veut dire que si quelqu'un me dit « Mais tu fais quoi en ce moment, Kaloun? Tu as quoi comme projet ?» Imaginons que je ne joue pas, mais je réfléchis. Tout est connecté. Ma vie, c'est mon œuvre. Et tout est lié. Il n'y a pas quelque chose qui est pas lié. Et c'est ça pour moi aussi, un cheminement aussi de Réunionnais. Je mets ça en avant aujourd'hui parce que ces derniers temps, voilà, il y a des choses un peu incroyables qui se passent à La Réunion. Cette proposition de milice qu'il y a eu, bon, je pense que c'est pas vraiment sérieux, mais il y a une espèce de détresse. Et je pense que cette détresse, c'est dû au fait qu'on n'est pas lié avec qui on est. Il n'y a plus de choses qui c'est logique. Il y a une espèce d'oppression, je sais pas, de cette société moderne qui nous mange, qu'on oublie de la beauté des choses simples. Après, bon, c'est pas donné à tout le monde aussi. Et aujourd'hui, c'est une société aussi qui est très basée sur l'argent et que de toute manière, sous le point l'argent, ou gagne pas paye ou de bonne course. Mais la performance, mais revient sur ma pratique en tout cas. La performance et l'écriture, pour moi, ils permettent à moi de être quelqu'un qui vit en résonance avec ses idées et son art. Et l'inspiration du Maloya, par exemple, pour moi, c'est comme, tu vois, par exemple, il y a plusieurs écoles artistiques. Il y a l'école, par exemple, française, où il dit, on a le acting, après on a la danse, c'est un truc, et après on a le chant. Alors que les écoles anglo-saxonnes, ils mélangent tout avec. Et ouais, c'est un peu rationaliser la performance en différents, comme si on fait des boîtes. Oui. On rationalise la performance en disant, ok, toi tu vas faire acting, toi tu vas chanter. Mais en fait, ta vision, j'ai l'impression, c'est vraiment incarner toutes les choses en une personne, en fait. Oui, parce que en fait, moi, mon héritage où j'ai appris à faire de la musique, ou en tout cas à contempler le monde autour de moi et en faire des conclusions, c'est l'héritage des services cabarets. Et dans le service cabaret, en fait, tu as ceux qui chantent, ceux qui dansent et ceux qui ont les trans, ceux qui disent... En fait, tout le monde fait tout.
Mhm. Bon, évidemment, pas tout le monde qui a des trans. Mais sinon, le chanteur chante, mais danse aussi, ou la chanteuse, elle interprète, ou il interprète. Et tout ça, tout cet écosystème artistique est là pour la cérémonie collective. Mhm. Donc, je trouve que finalement, ce contexte dans lequel moi j'ai grandi, c'est une forme aujourd'hui de conservatoire pour moi. Parce que Ok. tout à l'heure, je me suis présentée, j'ai dit que j'étais poète, que j'écris, je chante, etc. Mais je n'ai pas fait officiellement d'école. Tout ce que Ok. j'ai appris, je l'ai appris en regardant ma famille. Et je l'ai appris aussi en commençant ma carrière, on va dire, donc, j'ai commencé en tant que poète, voilà, il y a 12 ans. Il y a 12 ans, donc ça fait 12 ans que je suis intermittente du spectacle. J'ai Mhm. commencé en fait à dire des poèmes avec ma voix et une mbira, donc un piano à pouce. Ok. Donc au fur et à mesure, quand j'ai fait mon premier spectacle, j'étais comme ça. Quand j'ai fait des Tu te cachais? coachings, j'étais un peu Tu te timide. cachais derrière ton instrument? Ouais, j'étais un peu timide parce que j'avais pas saisi la beauté de ce qu'il y avait autour de moi et en moi. J'avais pas saisi cette grandeur parce que tu sais quand on te dit créolisme, on te dit plein de choses que tu ne corresponds pas à ce que la société attend de toi à cette époque-là, eh ben tu es un peu farouche quoi. Mhm. Et en fait, au fur et à mesure de se dire que tu as quand même des personnes à ce moment-là, quand j'ai commencé à dire ces poèmes-là, à essayer en tout cas de les assumer, et ben de savoir que les programmateurs réunionnais en tout cas m'ont donné ma chance, ça veut dire qu'ils pensaient que cette parole était légitime. Mhm. Et à ce moment-là, j'ai pris un peu de force. Les gens m'ont donné de la force et c'est aussi, c'est collectif. Bien sûr, on est tout seul face à sa feuille, face à ses sentiments. Mais Mhm. en vérité, ce qu'on ressent, en fait, on n'est pas le seul à ressentir parce que tout le monde est dans un cœur, tout le monde est dans... Voilà, biologiquement, on est tous un peu constitués pareil. Donc, ce serait un peu bizarre qu'on n'ait pas les mêmes sentiments Mhm. et de retrouver une communauté, des gens qui ressentent la même chose. Enfin, par exemple, moi, j'ai beaucoup, quand j'étais au collège, il y avait le groupe Simon Gavol, Ok. Simon Gavol Filles, Mhm. mené par Cathy Toave. Moi, j'étais en 4e ou 5e, j'allais les voir au Chaudron. Elle jouait là-bas au Chaudron, elle jouait des fois aussi à Saint-Benoît. Et je me souviens, il y avait un texte qui disait ça, mon racine, ça, mon qualité. Mon racine, moi, elle est fière. J'entendais ça et dit par plein de tantines cafrines qui prenaient leur place. J'avais jamais vu ça, à part, bien sûr, à la télé, Beyoncé et Destiny Child. Un autre type Mais de là, Catherine. ouais, parce que, ah oh, quand on voit Beyoncé, tu connais, de quand Beyoncé l'arrivée là, nena, t'as de monde, t'es fait pas cheveux tressés collés. Beyoncé, elle a fait la lance, la mode là. Parce que avant là, t'es pas la mode ça, quand t'es médecin, de monde dit ouais, ou les Maoris, ou les comment. Et Mhm. c'était moukatao, comme maintenant, que tout le racisme n'est dans la Réunion. Comme là, tout de monde aime bien ce style là. Mais c'est pour dire, après, mité, ça va. Mon monté emmène à moins conférence, un peu plus tard, comme t'es lycée, l'université. Avec Christiane Taubira, ça là, t'es vient. L'avait Racine Caf, t'es vient. L'avait Ghislaine Bessier, t'es vient, t'es cause. Mais t'es petit, franchement, t'es maître à moi de Mhm. voir des femmes comme ça qui n'avaient pas peur, en fait. Mhm. N'avaient pas peur, esprit mazotte. Elle était là, elle était cause bien. Et voilà, ça l'a beaucoup inspiré à moi. Elle m'a dit, un jour, j'aimerais bien porter une parole qui, en tout cas, donne la force aussi. Il donne à moi la force, bien sûr, mais il donne aussi la force des gens autour de moi. Et c'est ça que, cette leçon aussi que moi, a gagnée du service cabaret, Mhm. c'est de faire quelque chose
que quand on fait un causé, même là, on est en train de causer là, on fait une affaire que, il donne la force. Voilà. Ouais, ça tombe bien que tu me parles de faire des affaires qui donnent la force parce que j'aimerais bien qu'on parle un peu de certains de tes projets. J'aimerais bien qu'on parle du spectacle Kalou Kalou, du groupe Kinibé dont tu fais partie ou encore Madame Jaune. Donc c'est des projets, j'ai l'impression qu'ils ont tous un point commun. On dirait que tu cherches à apporter un souffle nouveau à nos histoires créoles. Et en fait, je me demandais comment tu conçois l'idée en fait de réinventer les imaginaires créoles. Alors, Kalou Kalou, en fait, je dis c'était parce qu'on est un petit peu en pause là, du fait que moi je suis à Paris et le reste de mon équipe est à La Réunion, donc on doit s'organiser un petit peu pour qu'on puisse continuer à jouer, que ce soit à La Réunion ou en France. Donc là, on est dans une période de pause. Mais pour moi, Kalou Kalou fait partie d'un cheminement déjà personnel parce qu'il s'agit d'un conte pour enfants. Et il correspond aussi à moi, ma mutation en tant que mère. Ok. Déjà parce que ça fait quelques années déjà que j'étais allée voir le Cabardoc, qui est une salle de spectacle que j'adore, qui est très présente pour moi, qui est très importante. Donc au port. Oui, au port. Et donc, du coup, je suis allée les voir et je vais les voir régulièrement pour leur parler de tous mes projets. Et je leur ai dit, depuis peu, j'écris des contes pour les enfants où je raconte des histoires que j'ai entendues. Et donc, du coup, là, ils m'ont fait confiance, ils m'ont fait un peu une commande. Ils m'ont dit, Kaloun, nous, on te commande un spectacle pour un projet qu'ils appellent Kabar Marmaille, qu'ils produisent tous les ans. Et du coup, j'ai dit super. Donc, je suis revenue vers eux avec l'idée de contes africains et palestiniens. Okay. Entre-temps, j'étais allée faire une résidence à Paris. J'ai rencontré des vrais Africains, des vrais Palestiniens, et je me suis dit pourquoi je vais raconter une histoire qui n'est pas l'histoire de la Réunion, qui n'est pas une histoire réunionnaise, qui n'est pas une histoire qui va en tout cas résonner d'une manière particulière à mon cœur et au cœur des autres Réunionnais. Et du coup, je me suis rappelé que j'avais rencontré un poète réunionnais que j'adore, qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Pink Floyd. Christian Jalma, dit Pink Floyd, et je suis allée le voir. Je lui ai dit, mais Pink Floyd, je crois que tu as des contes sur la lémurie. Et il m'a dit, bien sûr, j'ai des contes sur la lémurie, donc je te fais un cadeau, je te raconte cette histoire de ce géant qui vient de Sirius et qui a sauté de planète en planète et qui est arrivé sur notre île, enfin sur notre planète, la Terre, il y a 2 millions d'années. Donc, j'ai dit, mais c'est super ça. On va écrire cette histoire, on va écrire des chants aussi sur cette histoire et on va lier cette histoire à certaines comptines qu'on a à La Réunion, comme quel coco de l'eau, quel de l'eau, la rivière. Et en fait, cette idée d'écrire ce spectacle et de se lancer dans ce spectacle, c'était une envie aussi de contribuer au fond collectif sur la lémurie. Il y avait 2 idées. La première idée, c'était la première idée tout le temps, c'est quoi? Jouer, s'amuser, vivre, vibrer. C'est ça la première idée, parce qu'on vit pour ça. On vit pour vibrer. Alors on a vibré, on a créé, voilà, on a fait, voilà. Et après la deuxième chose qu'on s'était dit, c'était que lui ou moi, je sais plus qui ça l'a pensé en premier, mais on disait que un peuple naît quand il a une conscience de ce qu'on est dans notre imaginaire. Et surtout, on entendait toujours parler, moi en tout cas, quand j'ai commencé à écrire par rapport à cette question de voyager entre différents entre-soi, l'entre-soi de la famille, l'entre-soi de l'école, l'entre-soi de, voilà, tellement d'entre-soi, et pourtant, qu'est-ce qui fait que tout ça tient? Et du coup, cette envie d'écrire Kalou Kalou, en tout cas de l'enrichir, parce qu'il a été déjà écrit par Pink Floyd, c'était justement de trouver des lignes, des petites lignes invisibles qui lient en fait les différents entre-soi ensemble.
Ok. En gros, voilà pourquoi cette envie d'enrichir l'imaginaire réunionnais de références communes, mais aussi de références qui ne datent pas forcément de l'époque coloniale. Mhm. C'est normal. On vit, dans une époque particulière et en fait, tout ce qui nous arrive, voilà, il y a des causes historiques. Et Mhm. moi, je voulais vraiment, pour rester sur cette note de vibrer, Mhm. je voulais pas forcément parler les blancs, les noirs, l'esclavage, même si je sais que c'est important. Mhm. Mais la violence a toujours existé. Oui, et puis peut-être aussi le fait d'être basé sur un mythe, c'était aussi une façon de reconnecter avec le côté magique. Voilà, donc ça c'est pour Kalou Kalou. J'aurais encore des questions à te poser, genre Oui. tu parlais de Christian Jalma, Pink Floyd. En fait, c'est un artiste, plasticien, musicien, poète. Et c'est un profil qui est un peu similaire au tien, finalement, je trouvais. Est-ce que tu peux nous présenter qui c'est pour les auditeurs qui ne connaissent pas qui c'est? Alors, j'ai connu Pink Floyd à l'université. Quand j'étais à l'université, il a écrit Le Testament du vent. C'est une pièce de théâtre, en fait, où il met en scène plusieurs personnages qui attendent quelqu'un. Ok. Cette personne qu'ils attendent, ils attendent cette personne le 20 décembre 1848. Et ils ont entendu parler qu'il y a quelqu'un qui va arriver et apparemment, il va venir avec liberté, la liberté, il va emmener la liberté. Et ces personnages sont assez... Perplexe. Ouais, ils sont perplexes vu que déjà, ils savent même pas ce que c'est, la liberté. Et ils sont là, ouais, mais en fait... Ça a c'est quelle quoi, en forme? fait? C'est une boîte? J'adorais ce livre parce que souvent, le 20 décembre, tout le monde est là, oui, la porte à nous la liberté, d'affaire là. Mais en fait, mi veut dire, même un monde comme moi que m'y réfléchit, hein, t'as sur bonne question là. Et même un monde, je sais pas moi, même un autre philosophe que la fine réfléchit beaucoup plus longtemps que moi dessus ce bonne question là. Il est difficile de savoir que ça, il est vraiment la liberté. Mhm. Et aussi, mal avait vu aussi Pink Floyd quand moi, elle était en lycée Le Comte de Lille. M'y allait de temps en temps, m'y allait à Palaxa. Il Mhm. n'était pas encore la Cité des Arts, n'existe pas encore. Il était l'Espace Gemont à l'époque. Donc, il avait beaucoup d'artistes et ça va là-bas. Il avait des performances. Et justement, c'est là-bas que moi, la découvre la performance. Mhm. Et mais tu comprends pas du tout, mais il était assez étonné. Et ça a été questionnant. Moi, on l'a vu Christian Jalma, donc dans sa première performance, arriver avec un caddie de shopping dodo, donc un gros caddie shopping dodo, et là, poser les shopping là et dire des poèmes en même temps. Mhm. Ou avant ou après, mais en tout cas, ce que me souviens, c'était laver les shopping, il était là, et lui, il disait des poèmes. Et en fait, ne comprenait pas pourquoi il faisait ça, il était vraiment étrange, mais trouvait ça très bizarre. Mais en fait, m'y aimait bien être là parce que justement, m'y comprenait pas. C'est tout le temps où ça va quelque part, où on a le A, ou là le Z, on a le B, ou toutes les marchés pour et puis on rend toutes cases et on croit que ou l'a évolué, mais on n'est pas sûr en fait. Mhm. Mais là, Pink Floyd, c'est quelque chose, quand on voit ses performances, on voit les images que il crée. Et en fait, tu connais, il était par rapport au fait que Nena des gens, pour arrondir cette fin de mois, ben, zoti ramasse bonne shopping, tu vois. Mhm. Les gens, faut ramasser un tas pour gagner un petit peu l'argent, ouais. Mhm. C'est un tas de travail, c'est incroyable. Mhm. Et ils mettent ça en valeur, le travail de toutes ces petites mains, Mhm. ces gens. Et souvent, il parle avec lui et il dit à moi toujours, quand on parle des Réunionnais, ou dis toujours, tous les Réunionnais sont des princes et des princesses. Hein? Et son travail aussi artistique l'est fait pour questionner à nous, mais aussi, il a fait aussi le travail sur les nénènes, Ok. sur l'amour nénène, par exemple, que... en gros, c'est l'amour de goyave de France, quoi. Hein. Nous préfère toujours le goyave de France. Et la nénène, il va toujours donner le fruit. Par exemple, vous pied mangue, elle donne des mangues. Ben, la nénène, il ramasse 5 mangues.
peut-être vous gardez 2 mangues pour, le mangue le plus vilain mangue, ça vous garde pour de bons enfants. Et le 2 plus joli mangue, ça vous donne. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Voilà. Et il laisse ces questions-là ouvertes. Après, il a fait les chemises métisses aussi. Il a fait les chemises métisses. M'en allez, moi, mon chemise métisse. Mais je n'a pas eu le temps de gagner ma chemise parce que ne l'a pas eu la conversation. Parce que pour avoir la chemise métisse, vous n'êtes pas obligé de payer. Enfin, en tout cas, ce que l'IA dit à moi, il n'est pas obligé de payer. Mais en tout cas, il faut discuter. Et voir à quel point c'est quoi le niveau de métissage. Il y en a des gens, il y en a une manche. Et il arrive là. Il y en a des gens, les manches, les mêmes égalités, parce que votre métissage, il est bien au même niveau. Il y en a, ils préfèrent un côté de votre métissage et pas l'autre. Et je trouve que c'est quelqu'un que m'admire beaucoup parce que, il porte une vraie pensée créole. Quoi il veut dire une pensée créole? Mais il pense une pensée créole, c'est une pensée qui est respectueuse de son écosystème. Et ça, je trouve ça hyper inspirant dans une vie de poète, de rencontrer des personnes comme Christian Jalma. Voilà un petit peu ce que je pense de lui. Merci. Et du coup, pour conclure sur le projet Kalou Kalou, donc tu disais que c'était à destination des enfants. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de cette version en fait du mythe de la Lémurie? Alors en fait, pour dire l'histoire vite fait, il s'agit d'un géant qui saute de planète en planète. C'est un géant qui d'abord arrive sur la planète Pluton et qui glisse. Puis il glisse et il vole dans l'univers. Faut quand même que je dis que pendant qu'on se parle et que les auditeurs ne peuvent pas te voir, mais tu es en train de incarner ce que tu fais avec tes bras en l'air. Je suis en train de voler dans l'univers. Là. Je vais bientôt retomber sur la planète Mars. Voilà. Je te laisse continuer. Et être coincé dans la planète Mars. Et tout d'un coup, Mars, qui avait de l'eau, avant il y avait de l'eau sur Mars, c'est Pink Floyd a dit à moi ça. Et donc, Mars, il est là, le géant, il est coincé sur Mars parce que il gagne pas nager. Tout d'un coup, il essaye, il creuse dans l'eau, et là, bam, il explose, il retombe dans l'univers, il tourne, il n'a plus de l'eau sur Mars à cause du géant. Et là, bam, il vole, il tombe amoureux de la Lune, il déboule comme ça là, à un moment donné, il voit la planète Terre, il pose son pied gauche sur la planète Terre. Et là, on regarde du pied gauche. N'est dans la forme Madagascar. Il crée Madagascar. Son petit copine, la tortue, il a fait tout le voyage avec lui. Il vient, il pose côté son pied. C'est la Réunion. Et là, il a perdu son camarade, le géant, la fine volée dessus d'autres planètes. Et il rebombe parce que le géant, c'est un grand voyageur. Le petit copine, le tortue, et qui est l'ancêtre du python tortue, il pleure, et de là, l'aîné, les montagnes, les rivières, et l'océan, et la Réunion, l'aîné. Ouais. Donc, en gros, l'histoire, c'est ça. Voilà, mais il raconte l'histoire avant même le spectacle. Pourquoi? Parce que le spectacle, c'est un poème. C'est un poème, et il faut prendre un lit comme il était petit, il dit... Miwa, comme élève chez ma grand-mère, l'alarme, il sonne, Miwa 5. Miwa le 5, le petit dessin, le petit bas là, Miwa 5 là, ça il brille, il est comme ça. C'est des petites sensations, des petits moments presque d'épiphanie. Je connais un camarade là, dire moi ça, c'est ces petits moments d'épiphanie, des petits moments de grâce. Faut traper ça dans le poème. Et l'idée, c'est de dire que nous fait peut-être des créolismes, nous fait peut-être des barbarismes. Et puis, la liste est longue sur les choses que nous n'avons pas fait. Il y en a plein de choses que nous n'avons pas fait. Mais cette tortue, elle est venue il y a 2 millions d'années. Ce géant, il est venu avec elle. Mais il y a encore des géants sur notre île. Il y a encore des géants, ils sont à Python Tortue. Il y a encore des géants, pas que sur notre île, sur notre planète. Parce que notre île est sur la planète Terre. Et l'univers aussi des géants. Ça veut dire que toute notre île, c'est notre histoire, notre planète, c'est notre histoire, l'univers, c'est notre histoire. On n'est pas étranger à l'histoire de l'humanité. C'est ça la conclusion du spectacle. On a notre place partout.
On est là, on a le droit d'être là. Et peut-être c'était une envie aussi peut-être aussi en tant que mère, de dire ça à mon enfant, que c'est peut-être l'heure de la réparation qui est arrivée pour nos cœurs, nos âmes, de réunionner des personnes qui, les passé le colonialisme, et l'esclavage. Ça me fait une super transition pour le prochain projet, le groupe Kinibé, quand tu parlais de la réparation et en fait on va parler de Maloya maintenant. Donc tu fais partie d'un groupe Kinibé qui regroupe Sibou Manaï et Brice Noroy. Du coup vous fusionnez le Maloya et des sonorités électro. Je me demandais comment était née cette combinaison et qu'est-ce qui t'attire un peu dans cette alliance entre tradition pour le Maloya et modernité pour l'électro. Alors en fait, Brice, on s'est rencontrés lors de ma première résidence au Cabardoc. Brice, à l'époque, il m'accompagnait au son. J'avais fait la première partie d'un artiste qui s'appelle Dick Hannegarn. Et à la fin du concert, il aimait bien ma proposition. Et il m'a dit « Ah, c'est trop bien !» Il voulait m'inviter dans un festival qu'il produisait. Et là, il a dit ça aux gens du Cabardoc. Et après, le monsieur, il était surpris parce que je n'avais pas d'album. D'ailleurs, j'ai toujours pas d'album. Je vais en préparer un, là. Je suis en train de préparer 2. J'avais point, là, tout de suite, il pouvait pas 2. Même 3 avec Kinibé. Mais bon, il va falloir échelonner les sorties. Hein. Petit homme. Et surtout de sortir, parce que là, ça fait 12 ans, je peux sortir maintenant. Mais bref. Donc, on revient sur la rencontre avec Brice. Et du coup, Brice m'a accompagnée au tout début, au son, lorsque je cherchais un petit peu comment je vais pouvoir aussi sonoriser mon set. Déjà, je chantais jamais dans le micro. Donc, c'était assez compliqué. SM58, micro de base que tout le monde prend. Et c'était impossible pour moi parce que j'étais prise par mes émotions tout le temps. Alors, des fois, j'étais un petit peu en bas du micro, des fois en haut, jamais au bon endroit. Donc, du coup, moi, j'ai commencé toute seule avec mes poèmes et mes mbira. Bon, aujourd'hui, je sais que je n'étais pas non plus une super grande compositrice de son, même si j'arrivais à faire des mélodies qui tenaient quand même un peu la route. Mais c'était l'envie. L'envie qui était plus forte de dire ces poèmes, de chanter, d'être avec des gens. Et du coup, j'ai commencé après ce petit temps où je jouais toute seule, où je joue toujours toute seule, j'avais travaillé un peu avec un artiste qui s'appelle Jaco Marron. Okay. Et j'ai dû faire 4 ans avec lui. C'est le directeur du PRMA. À l'époque, il travaillait à l'ancien Bichic. C'était même pas encore une salle de spectacle, c'était plus une galerie, un truc comme ça. Et ça, c'était à Saint-Benoît, c'était l'ancêtre du Bichic, une petite spectacle là. Et donc, lui, il m'avait dit, c'est trop bien, moi, je te vois bien faire un mélange avec la musique électronique. À ce moment-là, il m'avait proposé de travailler avec plusieurs personnes, dont Jaco Marron. Et moi, j'ai dit, trop bien. Donc, on a fait 4 ans avec Jaco, on a fait pas mal de concerts, on a eu des prix, tout ça, ça s'était très bien passé. Puis, à la fin, à un moment donné, Jaco, il m'a lâché, il m'a dit, écoute, moi, je vais faire mon projet. Donc, voilà, tu es grande fille. Vol de tes propres ailes. Voilà. Donc, c'était pas facile pour moi, mais j'ai rebondi. J'ai appris à faire un peu de musique électronique, même si c'était surtout pour moi de faire des loops de voix. Je cherchais un peu comme des amis, en fait, dans les instruments pour pouvoir continuer à composer. Et puis, plus tard, je commençais à composer des trucs sur un sampler Korg assez basique. Et à un moment donné, j'ai demandé à Brice, qui m'avait accompagnée depuis le début, de m'accompagner. Et je lui ai dit, écoute, regarde, j'ai fait ça et tout. Il me dit, mais c'est bien, c'est chouette ce que tu fais là. Et il m'a donné de la force, il m'a encouragée. Puis à un moment donné, on est allé en résidence, on a travaillé, on a improvisé, on laissait les choses venir. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais c'est trop bien. Alors, on est en train de créer quelque chose. J'allais pas le porter sous le nom de Kaloun parce que avec son identité, avec les synthés modulaires, ça devenait tout autre chose. Il y avait une force qui s'ajoutait. Je pouvais pas appeler ce projet juste Kaloun. Donc, à ce moment-là, on avait un titre qui parlait des cheveux.
Un autre titre qui parlait de l'ancestralité, qui s'appelle Nous ça va. Et un autre titre qui était un poème, une réinterprétation d'un poème de Leconte de Lisle qui s'appelle Christine. D'accord. Et donc, de fil en aiguille, on s'est dit, écoute, on va faire les concerts et on a remarqué qu'on matchait bien et puis on jouait à deux comme ça. Et puis à un moment donné, on était en train de répéter. Donc je regarde Brice, je lui dis, ah mais là, il manque des voix, je vois bien quelque chose comme ça et tout. Et puis tout d'un coup, il y a Justine qui tape à la porte parce qu'on répétait au Cabardoc. Et il me dit, oh, je vous dis juste bonjour. Et puis là, je me dis, mais en fait, c'est elle les voix qui manquent. Donc, on lui a proposé est-ce qu'elle veut bien essayer de faire, de rentrer un petit peu dans notre univers. Moi, j'avais déjà collaboré un peu avec elle, avec Eat My Butterfly, Dilo. On avait fait quelques concerts, je sais pas combien, mais on se fréquentait un peu, et on s'amusait en fait, toujours, on vibrait. Et je savais que ça se passait bien avec elle. Il fallait juste qu'on teste avec Brice. Et finalement, ça s'est super bien passé parce qu'en fait, Sibou, elle emmène quelque chose sur les voix, elle met des effets, elle ajoute en fait une dimension à notre recherche. On s'est dit que Kinibre serait un groupe à géométrie variable. Ça veut dire que on pourrait de temps en temps être en duo et on pourrait de temps en temps être en trio parce que aussi c'est vrai que Justine, elle avait pas mal de concerts aussi, donc elle n'était pas disponible tout le temps. Et donc on a pris du temps pour trouver un nom au groupe. Ah voilà, je voulais te demander justement, ça devenait d'où en fait Kinibe? Ça vient d'une chanson qu'on chante dans les services cabarets qui fait Hey, la Kinibe, 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 ama. Hey, la Kinibe, Kinibe, Kinibe. Et j'aimais bien cette chanson. Je trouve que ça claquait bien. D'accord. Mais c'est un mot dans une langue ou? Alors, tout est imaginaire. Je vais pas faire ma scientifique et poser mon dogme. En tout cas, ce que je ressens à propos de cette chanson, c'est que cette chanson, pour moi, elle parle de Rakini. Okay. Rakini, parce qu'on dit toujours quand on chante, on fait Lakinibe ou Rakinibe. Et en cherchant plutôt sur Internet, bon, je sais pas non plus, j'ai pas communiqué avec les astres pour connaître qu'est-ce que ça veut dire. Mais en tout cas, sur Internet, je trouvais Rakini. Okay. Rakini, je trouvais que c'était la déesse de la transformation. Okay. Et je trouvais que ça nous correspondait bien d'être quelque chose qui est de l'ordre de l'alchimie, de la rencontre, de la transformation, parce que c'est un projet où moi, je sens aussi que je suis plus mature en tant qu'artiste, en tant que personne. C'est un projet aussi de la rencontre humaine, parce que j'ai pu aussi, à travers cette rencontre avec Brice et Sibou, m'ouvrir. Oui, et puis c'est aussi la rencontre des musiques, parce que entre le maloya, comme je disais tout à l'heure, qui est une musique traditionnelle, et des sonorités plus électroniques, ça a l'air d'être une fusion un peu qu'on n'imagine pas forcément naturelle en fait. Qui nous ramène aussi en fait avec la musique électronique. Bon, ce serait bien que la prochaine fois qu'on parle de Kinibe, il faudrait que j'ai aussi l'aval de mon ami Brice qui puisse aussi parler par lui-même. Mais je pense que ce qui est intéressant dans les musiques électroniques, c'est le côté de la trance. Okay. C'est tout ce qui est les musiques de trance. Et à un moment donné, Brice, il m'a envoyé des musiques d'afro-américains de Baltimore, où il crée des styles de musique qui racontent les histoires d'un groupe. Là, je ne sais plus le nom du groupe, mais par rapport à l'esclavage et à la traite négrière. Donc, il y aurait un groupe qui a travaillé sur un mythe. Tu sais, il y a eu sur les bateaux, quand ils étaient trop chargés, où les personnes mouraient de maladies, quoi. Il y avait beaucoup de mortalité. Ces personnes étaient tuées, en fait, noyées dans l'eau. Et il y a eu un imaginaire comme quoi ces personnes-là, ils ont créé un monde sous l'eau. Ils ont créé un monde sous l'eau et il y a tout un mouvement qui raconte la vie de ces personnes, qui a donné vraiment un style de musique
qui a perduré là-bas à Baltimore. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ce groupe-là. Il y a aussi toute cette esthétique qui est très à la mode en ce moment, qui est l'afrofuturisme, qui est basée sur le fait que l'Afrique a connu tous les temps et que en fait le passé, le présent, le futur, tout ça c'est une ligne, c'est des conceptions, et que la musique électronique, musique dite moderne, sont aussi un outil pour explorer en fin de compte ces imaginaires-là. D'accord. Et du coup, on s'est dit, Kinibé, on porte aussi cette mémoire-là. Voilà, donc du coup, Kinibé, comme on est en laboratoire, on commence un peu tranquille, doucement, avec de la poésie, des textes. Des fois, le concert, il démarre pas tout de suite. Donc nous aussi, on a un travail à voir sur notre format. C'est pour ça que là, on va participer à cette biennale. On va voir comment... Oui, donc un côté performance également. Voilà, donc il y a un côté plus concert typique et un côté performance. Mais si tu veux, là où on a envie de se rattacher à des esthétiques qui sont de l'ordre de l'afrofuturisme et de l'ordre de ce qui se passe aussi partout dans le monde, quoi. Parce que l'histoire de la traite, l'histoire de l'esclavage, c'est une histoire qui nous concerne, nous, à La Réunion, mais qui concerne plein de territoires. Oui, voilà, c'est une histoire commune finalement. Ouais. Oui. Ok. J'aimerais bien qu'on passe au projet, ton personnage fictif, Madame Jaune. Alors, qui est Madame Jaune et pourquoi tu as créé Madame Jaune? Alors, j'ai créé Madame Jaune. Bon, je vais pas dire des conneries, mais allez, je me recentre un peu. Je pense que j'ai créé Madame Jaune parce que j'aime bien la couleur jaune, déjà, premièrement. T'as un t-shirt jaune aujourd'hui? Oui, voilà. J'aime bien le jaune. J'aime bien pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que un matin, je me suis réveillée et j'avais envie de faire des photos pour un peu de réseaux sociaux et puis d'être un peu créative. Les réseaux, ça nous permet de tester notre créativité quand on utilise bien, hein. Et d'apprendre bien sûr des nouvelles choses. Et je me suis dit, j'avais un drap orange et je me suis dit, je suis inspirée là, je vais prendre le drap là, plein de trucs orange. Je suis allée avec mon fils dans le champ de Cannes qui est pas trop loin de chez moi et je suis allée faire des photos. Et en rentrant de chez moi, j'ai posté ces photos et j'étais étonnée, les photographes, des gens qui sont, voilà, qui connaissent un peu l'esthétique. Et ils m'ont félicité, ils m'ont dit ramène ce personnage, on va le travailler encore un petit peu plus, etc. Et du coup, j'ai commencé à écrire toujours dans la forme de la vibration, de vibrer sur ce personnage qui était Madame Orange. Ah, d'accord. Madame Orange mange des oranges. Et je cherchais où est-ce que je trouve l'orange dans les religions. Donc, je me suis dit, bonne prête Malba, Nena, ils mettent linge orange. Et du coup, pour rigoler, j'ai continué, je dis, je vais faire Madame Jaune. Et pourquoi je fais Madame Jaune? Parce que pour l'instant, mon travail artistique est très fortement inspiré du service cabaret, parce que pour moi, c'est mon conservatoire, donc forcément, je m'inspire de cet héritage-là. Et c'était cette Madame Jaune-là, j'ai commencé à la révéler, entre guillemets, après une performance que j'avais faite à Paris, à la Centrale 22, où j'avais travaillé avec une plasticienne chilienne qui s'appelle Viviana Mendez et qui m'avait demandé justement pour travailler cette performance, comment je me sens sur scène, etc. Et là, je me dis, je me sens géante, etc. Donc, on a travaillé une performance autour d'un rituel qui se fait à la rivière. Ça, c'était avant Madame Jaune. Et du coup, quand j'avais fait les photos sur Madame Orange et que j'ai commencé à me questionner sur le service cabaret, je me suis dit, mais c'est étrange parce que à part le blanc et le rouge, dans le service cabaret, il n'y a pas trop d'autres couleurs. Et je me suis dit, mais c'est bien d'avoir beaucoup de couleurs parce que quand on a beaucoup de couleurs, on sort de l'entre-soi. On va dans des autres endroits, on gagne en palette. On gagne en palette et j'ai observé l'héritage malbar, parce que j'ai des origines aussi malbar, même si je ne pratique pas la religion tamoule. Tu dis aussi, donc
Avec quelle autre origine? Ah, j'ai des origines un peu chinoises, ça se remarque pas trop, mais ma grand-mère du côté de mon père, elle avait des origines chinoises. Ok. Mais sinon, en gros, on va dire origine afro-malgache, malbar. Et bon, le chinois, je mets en dernier parce que je connais pas, Ok, parce que j'ai pas fréquenté ma famille paternelle. d'accord. Mais en tout cas, ça me plaît, moi, de me sentir liée au monde entier. Ok. Parce que tout l'endroit dans le monde est fantastique du moment que où les intérieurs, les gaillards, de connaître un petit peu toutes les beautés que Nena dans ce monde. Mais en tout cas, dans le background Malbar, comme moi, je sors d'un quartier quand même assez métis Malbar CAF, ce qui est le camp Jaco. Il y a les marches sur le feu, tout ça. Et j'ai déjà vu des processions où toutes les personnes ils s'habillent en blanc et en jaune. Mhm. Et donc, je me suis dit, ah putain, trop cool, Madame Jeune, ça va me permettre de renouer avec mon ancestralité indienne. Ok. Et aussi, quand j'étais allée au Brésil, j'ai vu que les Brésiliens, ils louaient une déesse qui est Oshun, qui est la déesse des eaux douces, et qui aussi est parée de couleur jaune ou de couleur dorée. Ok. Et du coup, je me suis dit, ah, ben, je vais faire un mix en fin de compte entre tout ça, vu que moi, quand on est concentré, hein, quand je suis dans mon travail artistique, je me suis dit, de toute manière, moi, je vais inventer une nouvelle religion. Je vais inventer une nouvelle religion où, en fait, il y aura pas de frontières. Donc, je vais créer ce culte à Madame Jaune. Et Madame Jaune serait une espèce de échou, d'entité un peu presque comme une... J'exagère quand je dis sainte. Ok. J'aime bien le terme échou brésilien. C'est des entités qui te permettent de communiquer avec les orishas, donc les dieux et déesses de, je sais pas, la pluie, voilà. Et en fait, pour moi, Madame Jaune, c'était une espèce de échou ou de divinité aussi, Mhm. qui te permet de te connecter avec tout ce qui est solaire, avec l'énergie, la joie, la santé. Et du coup, qu'est-ce que tu abordes comme sujet avec Madame Jaune? Alors, j'ai pas fait beaucoup Madame Jaune jusqu'à maintenant. Ce n'est pas un projet commercial, donc là, si tu veux, j'ai pas envoyé des mails pour dire aux gens de me booker Madame Jaune. C'est les situations qui font que je vais faire Madame Jaune ou pas. Et là, il s'avérait que en juin dernier, une galerie d'art, je crois que c'était le Senti Grec, je sais Ok. pas exactement où c'est, je crois que c'est à Aubervilliers, mais je suis pas sûre. Il faisait une exposition d'un jeune plasticien réunionnais qui s'appelle Jonathan Potana. Et du coup, on m'a demandé de faire une performance et je me suis dit, je vais tester ça parce que j'avais jamais vraiment testé officiellement. Ok. J'avais testé déjà devant l'église Jeanne d'Arc au port avec d'autres Madame Jeune qui venaient des Beaux-Arts. Ok. Mais officiellement, après, on appelle la police pour nous. Parce qu'on était en train de peindre des vannes en jaune. Donc, on était habillés en jaune sous le bagnon. Tu m'as dit le soldat sorte comment? De l'hôpital flamboyant là-bas? Oui, voilà, c'est ça. La dynamique. Et en fait, ce que moi, aime bien avec Madame Jeanne, en tout cas dans les petites performances comme ça, c'est que d'interroger, en fin de compte, les gens, les réunionnais, sur nos propres croyances. Ça veut dire que Nena 3 est en train de peindre Van Jeanne. Et au lieu de demander à nous, avec bienveillance, ce que ça nous est en train de faire, la madame, elle a peur. Ouais. Elle a peur. Il y a peur Malban, il y a peur religion malgache, il y a peur la sorcellerie. Et c'est ça. En fait, Madame Jeanne, il questionne aussi ça. Quel est l'amour qu'on a pour notre propre tradition, pour notre propre spiritualité? Quelle est la part d'amour qu'on a à se donner à nous-mêmes? Pourquoi on a peur? Mais c'est marrant parce que, enfin, là tu parles de peur, mais en fait quand tu m'as parlé tout à l'heure de Pink Floyd qui amène ses bouteilles et que tu le regardes et tu sais pas ce qu'il fait,
Et ben on Oui. peut faire une relation avec cette dame. Elle se dit mais c'est quoi cette dame jaune qui peint des trucs, et en fait elle appelle la police directement, mais elle se questionne pas plus, quoi. Oui, ben oui, c'est ça. C'est en fait à un moment donné à quel point notre propre culture est étrangère à nous-mêmes. C'est-à-dire que quand Pink Floyd il est en train de mettre ses chopines là, en fait il est en train de faire quelque chose de tout à fait logique. Il a les chopines partout. Il a mis d'un caddie. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé ça. C'est là où on va consommer incroyablement à La Réunion. Et pourtant, la vie est chère. Et quelque part, ben là, il vient et il nous montre quelque chose de très logique. Mais parce que on est dans une société qui nous fait perdre le sens des réalités, et ben quand on voit quelque chose qui nous paraît complètement finalement logique, on a peur, on s'interroge. Et voilà, donc je pense Madame Jeune, c'est vraiment... Il y a deux manières de voir Madame Jeune, parce que à La Réunion, c'est une autre perception. Je remercie Loud, parce que c'est grâce à elle que j'ai pu aussi faire Madame Jeune à La Réunion, et ne pas avoir peur aussi des critiques. En fait, de Mounzi, que nous est bonne folle, que voilà. Après, bon, quand tu dis que c'est aussi un projet artistique, les gens comprennent plus facilement. Mais en même temps, à La Réunion, c'est le regard des autres qui est difficile à vivre. Et puis il y avait cette question de se dire que c'est une figure féminine dans l'espace public, et comment Oui. la femme est censée, entre gros guillemets, occuper l'espace public, en fait. Ah oui, ben la femme, elle n'est pas censée montrer, elle n'est pas censée se montrer, et elle n'est pas censée montrer son rapport au magico-religieux. Parce qu'on était quand même à côté de l'église Jeanne d'Arc, pas trop loin d'une croix jubilée. Les gens, ils font des choses à la croix jubilée. Nous, on vient peindre des vannes. Mais il y a des gens qui viennent faire des... Je sais pas qu'est-ce qu'ils viennent faire, parce que je suis pas eux. Mais j'ai entendu... Il y a des gens qui viennent prier pour leurs morts. Il y a des gens qui viennent demander des grâces. Chacun sa pratique, quoi. Oui, ça pratique, voilà, c'est ça. Donc, il y a notre regard à La Réunion sur Madame Jeune, par exemple. Et aussi sur Jeanne d'Arc. C'est quand même, on l'a brûlée, cette Jeanne d'Arc-là. Et on était 3 femmes. C'est facile aussi de juger la femme, etc. Et là, tu te rends compte que toute la culture, une forme de culture subalterne, ben c'est dur, quoi, d'être subalterne à La Réunion, parce que on va te juger, on va te critiquer, etc. Mais ça reste quand même un moment de joie qu'on a partagé en fait avec les autres Madame Jeune qui étaient là. Et puis à Paris, c'est différent. En France, c'est différent parce que les gens ne connaissent pas les codes. Donc, quand ils vont voir s'il y a de la fumée, l'utilisation de la fumée, par exemple, la musique et les chants, là, c'est vrai que il y a une forme de partage de spiritualité dans ces endroits très urbains où on a perdu aussi le lien, quoi, hein. C'est assez magique, je trouve, quand on est à l'extérieur de La Réunion, que j'ai pu, par exemple, faire cette expérience. Et je remercie aussi 2 amis qui étaient là pour m'assister. Comme il dit dans le service cabaret, c'était bonnes enfants de cœur, mais là c'était pas un service cabaret, c'était une réinterprétation en tout cas. Et donc du coup on avait préparé des offrandes de couleur jaune. C'était aussi pour partager un petit peu aussi cet héritage avec les gens qui connaissent pas, mais d'une manière ludique toujours, et un petit peu décalée. Ça doit être toujours un peu décalé, jamais pris trop au sérieux, parce que c'est une proposition artistique. Ça reste ça. Donc voilà, on avait préparé plein d'offrandes. Ça pouvait être des offrandes de bijoux, par exemple, des objets jaunes. C'est juste disposer les objets, travailler sur qu'est-ce qu'un hôtel, par exemple, qu'est-ce qu'on met sur un hôtel, comment la foi, on la partage à travers des objets. Et j'avais fait ça, j'ai quand même fait ça à 2 reprises. J'ai fait ça aussi avec une compagnie qui s'appelle Docking Company, grâce à Isabelle Morel, qui travaille collectif des métallos à Paris, et Cécile Zanibelli, qui est une compagnie qui fait un travail avec les gens du 20e. Et bon, c'est le quartier qui est juste
pas loin du conservatoire du 20e à Paris. Et donc, du coup, on a fait des lectures avec les femmes et on a fait une genre de procession, hein, parce que j'aime bien retravailler tous ces concepts dans la religion, quoi. Donc, on avait fait une procession où tout le monde était habillé en jaune et qu'à la fin, on se donnait des objets jaunes. C'était très drôle et tout le monde avait bien participé. L'idée de ces performances, c'est aussi une forme, je pense que c'est la première fois que je vais le dire officiellement comme ça, c'est de lutter un peu contre la négrophobie. C'est-à-dire tout ce qui est la peur de la sorcellerie. Genre, quand t'es noir, tu dis tu pratiques le service cabaret. Les gens, tout de suite, ils croient que ou ça jette à zot un sort, ou bien, je sais pas, ou donne à zot un affaire pour manger. Le monde dit, ce qu'il y a une affaire là-dedans. Le monde a peur, hein. C'est toujours cette histoire de la peur. Et en fait, c'est de dire, ben écoute, nous mettons pas tout ça là-dedans. Nous, ça juste amuse à nous, mais écoute, mais ça apprend quelque chose que cette pratique-là, ce manière-là que nous donne un cadeau chacun, nous fait gâteau, nous partage manger, on va voir. Quand on nous fait ça, quand ça l'a fini, au lieu d'être triste, au lieu d'avoir peur ou quoi, on va être content. Ouais. Et ce sentiment-là que je veux partager. Bah, je pense que c'est une bonne conclusion sur ces projets, en fait. C'est, comme tu disais, l'amusement, les vibrations et la bonne vibe. Même si, en fait, nos imaginaires, des fois, créoles, sont des histoires aussi douloureuses, en fait, c'est de garder des notes positives. Ouais, voilà, toujours positif. Parce que le positif, c'est le créatif. Quand il y a l'espoir, il y a toujours moyen de mettre des couleurs, faire des dessins et se réjouir de la vie, même si la vie est pas rose et pas facile pour tout le monde. Ok, bon, on arrive à 1 heure d'enregistrement. Du coup, je te propose qu'on passe aux questions qu'on aime bien poser à nos invités. La première, c'est si tu avais un Réunionnais ou Réunionnaise qu'on devrait tous connaître, ça serait qui? J'aime bien Auguste Lacossade. D'accord. Qui c'est? Auguste Lacossade, c'est un poète réunionnais. Ok. Il était contemporain de Victor Hugo, le Comte de Lille, tout ça. Et aussi, c'est quelqu'un, je crois, hein, je ne suis pas sûre, mais il était aussi originaire de l'Est de l'île, plutôt Salazie, Saint-André. Et sa mère, c'était Fanny Desjardins. Ah, c'est super, parce que je voulais qu'il y ait une femme dans l'histoire, donc c'est bien, parce que c'est quand même le fils de sa mère, qui, elle a été affranchie, et c'était une femme d'affaires. Femme d'affaires et qui est tombée amoureuse du père d'Auguste Lacossade, je sais plus comment il s'appelle malheureusement. Et donc Auguste Lacossade était métis quoi, et il n'a pas été accepté au collège de Bourbon ou un truc comme ça. Et en fait, ses parents ont financé les études pour lui là-bas en France. Et Auguste Lacossade, c'est une des premières personnes à avoir écrit sur Encheng. Je sais pas, hein, je vais pas dire trop de conneries, mais il me semble que c'est quand même en 1800 et quelques, quoi. Donc, c'est même bien avant même Boris Gamaleya. D'accord. Donc, j'aime bien parce qu'il dit, j'espère que je vais pas me tromper, mais il dit courage, enfant bercé par la vague africaine. Ta brise est de parfum et ton ciel est d'azur. Tu n'as pas à lutter contre le flot obscur où vogue ta barque incertaine. Courage, un jour brillant sourit à ton réveil, et la voix qui te salue à ton aube naissante, tu l'entendras vibrer dans ta splendeur croissante pour applaudir à ton soleil. Ça m'aime bien un petit causement comme ça, parce que c'est un causement qu'on lit à Saoudité. Bougla, depuis longtemps, là, ça les positifs, les ouverts, quoi. Donc voilà, Auguste Lacossade. Merci. Est-ce que tu as une expression créole que tu aimes bien et que tu voudrais nous partager? Oui, moi, on a plusieurs expressions créoles, vraiment. Il y en a trop en vrai. Enfin, ça va être un peu exhaustive, mais il va juste dire 2. La première, c'est faire croire, c'est un métier. C'est qui croit, c'est couillon. C'est ma grand-mère qui dit. On l'a pas eu souvent, celle-là. Et après, il y en a une autre aussi que m'aime bien et que m'essaie de pratiquer aussi. Mais nourris pas le verre pour piquer mon cœur. Ça, me trouve que l'effort aussi.
Ok, et pour terminer, si tu avais un conseil pour des jeunes réunionnais, qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager à se réapproprier leur histoire? Premièrement, je m'y connais pas à ciseler la Réunion. Moi, on m'avait trouvé la bibliothèque de la fac vraiment géniale. Ouais. C'est une super bibliothèque avec un fonds local génial. Voilà, envoyez des messages aux auteurs, les vivants, Monique Séverin, Céline Huette, Patrice Treutard, Axel Gauvin. Les gens les là, en fait. Et moi, ce que m'a fait, à chaque fois que m'a envoyé ces personnes-là un message, eh ben, les personnes l'ont répondu avec joie. Voilà, profite, les gens les là, quoi. Et aussi, le deuxième truc, c'est reste ouvert. Reste ouvert. Il faut pas avoir peur. Il y a des gens, ils disent toujours, ah oui, faut pas être trop ouvert parce que sinon, l'autre monde y en profite dessus. Mais si on a la force toujours relever, pas grave ça, ouais. Parce qu'il arrive un l'heure, le monde va prendre respect à vous. Mais si on reste dans l'autre coin, on connaîtra jamais l'autre. Donc, il faut rester ouvert. Et mon bonne famille, elle a toujours dit à moi 2 choses. Enlève la peur et le doute. Dès que vous arrivez à l'endroit, enlève la peur et le doute. Bien sûr, si ça va dans un endroit, on en a plein de requins. Allez pas dans l'eau. Mais enlève la peur et le doute et trace, sois fier de se couler. Bon, merci beaucoup, Kaloun, pour ta générosité et ce partage. Où est-ce qu'on peut te suivre pour découvrir tes actualités et tes prochains projets? En fait, on peut me suivre sur ma page Instagram. Je dois produire un peu plus là sur les réseaux. Mais oui, majoritairement sur ma page Instagram, Kaloun Loves Life. Je suis pas très présente sur Facebook, mais tout de même un petit peu. Et nouvellement, j'essaie de travailler un petit peu sur TikTok. Ok. Voilà. Et je sais aussi qu'il y a un super documentaire où on peut découvrir entre autres ta vision du Maloya. Ça s'appelle Flambeau Maloya sur France TV. Je sais pas si c'est encore disponible, mais en tout cas, c'était très chouette. Encore merci pour ce beau moment et merci à vous, les auditeurs, d'avoir été à l'écoute. À bientôt. À bientôt. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à @bat_kare. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Allez, on retrouve!